Chapitre 2. Quand c'est trop injuste. Les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. René Char. Littéram au hasard. Qu'est-ce que l'injustice ? Si chacun de nous comprend son sens comme une absence, une privation ou une négation de justice, les représentations que nous en avons et les expériences que nous en faisons peuvent varier en fonction des critères, des croyances et des valeurs qui sont les nôtres. Le dictionnaire électronique des synonymes de l'université de Caen, élaboré à partir des dictionnaires courants, donne plus de 10 synonymes pour l'injustice. Iniquité, partialité, abus, scélératesse, arbitraire, inégalité, favoritisme, improbité, tort, dommage, préjudice, etc. Cette longue liste a l'intérêt de montrer l'ampleur du champ sémantique de ce mot, c'est-à-dire la richesse de son sens, mais surtout de mettre en évidence combien chacun de nous a pu être victime d'une injustice sous une forme ou une autre. Nous en donnerons bientôt plusieurs exemples. Le thème de l'injustice est très présent dans la littérature. Nous pensons à Charles Dickens avec David Copperfield et Oliver Twist, à Charlotte Brontë avec Jane Eyre, etc. En langue française, le célèbre roman de Victor Hugo, Les Misérables, publié en 1862, mal reçu par la critique qui le jugea dangereux, immonde et mal écrit, a tout de suite été adopté par le public. Fantine, Cosette, Gavroche et d'autres sont des figures emblématiques de l'injustice subie. La petite Cosette pourrait même être l'icône des personnes écrasées par le poids du malheur, de la méchanceté et des abus, alors que Jean Valjean et Marius dépensent leurs énergies à lutter contre l'iniquité. Émile Zola consacra toute une œuvre, Les Rongeons Macquart, cette série de 20 romans écrits entre 1871 et 1893, à décrire et dénoncer nombre d'injustices individuelles et sociales, en même temps que les profondes mutations de la société de son temps. Ses opus les plus connus, L'Assommoir, Germinal et La Bête humaine, montrent à quel point une injustice peut détourner le cours d'une existence, fragiliser une relation, voire briser un être. Avec Poil de carotte, Jules Renard publie en 1894 un bref roman sur les malheurs de l'enfance et les injustices d'une mère cruelle dont l'arbitraire préfigure celle de Folcoche, la mère autoritaire et maltraitante d'Hervé Bazin dans Vipère au poing, 1948. Dans le même registre, signalons aussi Michael Kolas, 1810, de l'écrivain allemand Heinrich von Kleist, décrivant l'injustice subie par un adulte. Arnaud Despalières en a fait un film en 2013. Un roman populaire qui traite directement de l'injustice est le fameux Jacques le Croquant, écrit par Eugène Leroy et publié en 1899. Il sera adapté 2 fois pour l'écran, d'abord en 1969 sous la forme d'une série télévisée de Stello Lorenzi, ensuite en 2007 pour un film de Laurent Boutonnat avec Gaspard Ulliel dans le rôle titre. Ce roman social met en scène une des nombreuses jacqueries qui secouèrent les campagnes françaises. Ces révoltes rassemblaient des paysans luttant contre les injustices qu'ils enduraient et contre les privilèges des nantis. Jacou incarne le courage et la force de la révolte contre l'inégalité. Les injustices sociales sont extrêmement nombreuses, présentes sous des formes identiques ou différentes d'une période à l'autre. Aujourd'hui, elles concernent certains métiers ou certaines catégories socio-professionnelles durement éprouvées par la crise économique. Les chômeurs de longue durée, les travailleurs intérimaires, les personnes âgées gravement isolées, les personnes sans abri ou sans domicile fixe, les réfugiés politiques entassés dans des camps ou les familles vivant au jour le jour dans des conditions très précaires. Il serait malhonnête de prétendre que les injustices vécues au niveau individuel ne sont pas liées à celles qui caractérisent les sociétés et leurs systèmes éducatifs, économiques et politiques. Bien au contraire, une société injuste fabrique des familles injustes avec des personnes bancales, malheureuses et amères qui peuvent devenir injustes à leur tour. Injustice réelle ou sentiment d'injustice. Du point de vue psychique, repérer une injustice est d'autant plus complexe qu'il n'est pas forcément évident de discerner nettement une injustice réelle d'un sentiment d'injustice. Dans le premier cas, il est difficile de prouver l'iniquité. D'ailleurs, selon quels critères serait-il possible de le faire ? Dans le second cas, il est complexe de convaincre autrui puisqu'un tel sentiment repose sur des ressentis très personnels, voire sur des imaginations, des suppositions, des interprétations. Néanmoins, ce décalage éventuel avec la réalité perçue par les autres est aussi ce qui fait tout l'intérêt de notre recherche. Une revendication d'équité peut être guidée par de nombreuses motivations, plus ou moins conscientes, plus ou moins actuelles, plus ou moins personnelles même. Sans compter que crier à l'injustice peut relever d'une démarche moins sincère. L'objectif peut être d'attirer l'attention sur soi, d'exprimer de façon détournée une insatisfaction de fond,
voire de manipuler l'autre et de l'influencer à ses dépens. De surcroît, pour un être humain, le vécu d'injustice peut concerner autant l'incompréhension, l'exclusion, le rejet, la moquerie, la honte, l'indignité, que les fausses accusations, l'offense, l'humiliation, la trahison, etc. Sans oublier que l'une de ces épreuves psychiques peut éveiller des dommages ou des préjudices anciens dont les blessures ne sont pas encore soignées. Les douleurs du passé viennent alors augmenter et complexifier celles du présent. Écoutons ce dont témoignent les personnes qui ont répondu à l'enquête. À travers les histoires de Macha, Antoinette, Ulysse, Jessica, Léontine, Joanne, Amandine, nous découvrons les injustices fondamentales qui résident en amont d'une tendance tenace à protester. Être ou avoir été accusé à tort, Antoinette. Être humilié, Ulysse. Ne compter pour rien et pour personne, Jessica. Être desservi ou désavantagé, Léontine. Être repoussé ou rejeté, Joanne. Être considéré comme fou ou malade, Amandine. Être infantilisé, tenu pour incapable, Macha. Bien faire sans être reconnu, Béatrice. Être sans être remercié, Mehdi. Être utilisé, Ange, etc. Dans la réalité concrète des situations vécues, il est souvent difficile d'identifier les injustices. Cela peut principalement venir de la variété des critères qui permettent de repérer et de dénoncer une injustice, car ces critères varient d'une famille à l'autre, le plus largement d'un groupe à l'autre, en fonction de ses croyances et de ses valeurs. Curieusement, et plus rarement, cette difficulté peut aussi découler d'une piètre idée de soi-même. Lisa explique. Enfant, je ne me souviens pas d'avoir ressenti de sentiment d'injustice. Je me vivais si minable que je croyais ne rien mériter. Me pensant mal aimée, je sombrais plus dans l'écrasement que dans l'indignation face à l'injustice. Néanmoins, en faisant retour sur le passé, certains perçoivent plus clairement les abus, les inégalités ou le favoritisme dont ils ont souffert. Les grandes injustices vécues depuis l'enfance. L'arbitraire éducatif semble être un des premiers motifs de grief. Beaucoup parlent de parents ou d'adultes qui ne leur faisaient pas confiance, qui étaient rigides ou sévères sans qu'ils puissent comprendre pourquoi, et qui les réprimandaient pour des mauvaises raisons ou sans explication. Ange évoque des enseignants qui se moquaient de ses mauvaises notes et sanctionnaient durement ses difficultés sans lui apporter aucune aide. Elisabeth se souvient de ne pas avoir été assez considérée et écoutée. On ne m'a pas appris à réfléchir. Personne ne m'a aidé à découvrir que je suis une personne pensante. Ma famille m'a considérée comme une petite sans importance. Il y avait tant d'autres choses tellement plus importantes et plus graves. Il aurait fallu que je sache, que je comprenne sans que personne ne prenne la peine de m'informer et ne m'explique. Parce que les choses avaient été expliquées tant de fois aux aînés et aux autres. Je suis la 7e sur 7 enfants. Rien ne m'a été dit de façon explicite à moi. Très souvent aussi, comme pour Macha, les uns et les autres ont souffert de leur place dans leur fratrie, se sentant soit négligés, voire oubliés, soit défavorisés par rapport à une sœur ou un frère qui leur semblait être le préféré des parents. La douleur provoquée par le favoritisme, réel ou craint, envers un enfant plutôt qu'un autre semble d'ailleurs universelle. Certains, tels Christopher, ont connu une vie très vive, des illusions face à un système judiciaire qui ne les a ni défendus ni protégés. Christopher a subi un inceste. Au cours de son enfance, il a été abusé par sa mère pendant de longs mois. Devenu adolescent, alors qu'il se sentait enfin capable de révéler la tragédie de son enfance et de se faire entendre, sa mère a été innocentée par les juges. Il s'est senti bafoué et trahi. Ne pas être entendu par la justice a été un terrible choc, une horrible désillusion. Ce devait être pour moi l'institution de l'écoute par excellence, celle où la vérité peut triompher. Dans la réalité, au contraire, elle a bafoué la vérité. Une fois adulte, de nombreuses femmes comme Lisa ont énormément souffert du sentiment d'injustice lié au rôle de la femme, qu'elle s'appliquait pourtant à remplir avec exigence, obstination, méthode et courage. Il peut être difficile de se libérer du joug de certaines situations, même si elles sont visiblement abusives ou inéquitables. Dans le domaine professionnel, le caractère arbitraire de certains licenciements peut faire penser à une forme de favoritisme protégeant ceux qui ne sont pas remerciés. De même, une personne peut être heurtée par la promotion d'un collègue dont les compétences ne sont pas supérieures aux siennes. L'iniquité peut enfin concerner des événements tragiques qui bouleversent l'existence. Maria raconte : à la mort de mon père, j'ai été violemment touchée par l'acte injuste de son assassinat. J'ai toujours vu mon père comme l'un de ces justes, voués à la lutte pour l'égalité. J'ai assimilé sa mort à celle des justes, qu'il soit assassiné, enfermé, vilipendé. L'injustice en héritage.
Certaines personnes se sont rendues compte un jour, lors d'un événement particulier ou au fil d'une thérapie, qu'elles portaient la tristesse de l'un de leurs parents ou grands-parents, ainsi que le poids des injustices qu'ils avaient subies. La quête inaboutie d'une génération précédente revient souvent hanter la ou les générations suivantes, comme autant de nouvelles mises en scène des injustices non résolues. Certains descendants se sentent alors investis d'une mission aussi étrange et étrangère qu'incompréhensible pour tenter de libérer leurs ascendants de cette part de l'héritage psychique liée à l'injustice non dite ou non reconnue dans leur histoire ou celle de leurs parents. La complainte d'Hamlet nous éclaire là encore. Le jeune prince est tenté par le fantôme de son père défunt qui lui enjoint d'accomplir à sa place la terrible vengeance contre Claudius, son assassin. Hamlet hésite entre accomplir la volonté du père ou mettre en œuvre son propre désir, entre continuer à exister à la place de son père, Hamlet l'Ancien, ou vivre sa réelle existence d'Hamlet le Jeune. Les personnages de la tragédie sont agis par l'étrange et l'étranger en eux ou autour d'eux. Par exemple, pour le prince Hamlet, l'apparition du spectre de son père qui réclame vengeance est une illustration symbolique d'un processus psychique perturbant et énigmatique dans l'inconscient du fils concernant le secret qui pèse sur son père assassiné. Ainsi, comme l'ont découvert Nicolas Abraham et Maria Torok, un fantôme, plus précisément le travail du fantôme dans l'inconscient, manifeste la vie psychique secrète d'un autre. Certaines injustices sont donc dénoncées de manière inattendue lors de plaintes proférées par des descendants médusés, véritables caliméraux malgré eux. Dans tous les cas, faire l'expérience d'une situation qui n'est pas juste fait naître des sentiments plus ou moins perceptibles, parfois limpides, mais souvent confus ou contradictoires. Avant même la colère, l'indignation ou la révolte, le sentiment éprouvé par toutes les personnes que nous avons interrogées est la tristesse. Qu'il s'agisse des injustices à leurs égards ou à l'égard d'autrui, elles ont toutes déclaré ressentir une profonde tristesse, tantôt teintée de découragement ou de désillusion, tantôt mêlée de crainte, voire de douleur ou de résignation. Chez les personnes sensibles, l'injustice incite à l'empathie pour autrui. Lorsque cette empathie fait défaut, la souffrance de subir un tort injustifié est redoublée par l'indifférence de ceux qui pourraient être consolateurs. Ange a eu très fréquemment le sentiment de ne pas être écoutée. Comme lui, Rosalie s'est souvent retrouvée seule, sans pouvoir confier sa peine. Penser à cette solitude me fait immédiatement monter les larmes aux yeux. Je sens mon ventre qui se serre comme sous la crainte des coups, un réflexe protecteur. Ma poitrine se gonfle comme si j'avais soudain besoin de prendre de l'air à plein poumon. Les larmes coulent sur ma joue. Cette solitude est une croix que j'ai toujours portée. Elle a toujours été là, elle a toujours fait partie de ma vie. Je suis seule depuis tant d'années. Même avec mes conjoints, j'étais seule. La solitude, c'est aussi me dire que je suis seule pour faire tout ce qu'il y a à faire à la maison et pour mes filles. Je n'ai personne sur qui m'appuyer, avec qui partager cette charge. Je pleure à chaudes larmes. Je me souviens que pendant bien longtemps, lorsque je pleurais, je me retrouvais très vite à devoir consoler ma mère au lieu qu'elle me console. Mon père, lui, était inexistant. Ni l'un ni l'autre ne s'intéressait vraiment à moi. Je me suis vite rendu compte, enfant, que j'étais en fait complètement seule. Je me sentais orpheline dans le sens où j'étais sans guide dans l'apprentissage de la vie. De même que Rosalie, Elisabeth avait la sensation d'être quantité négligeable, d'être inexistante et paradoxalement dérangeante, malgré sa grande discrétion. Je ressentais de la colère en plus de la tristesse et surtout une oppression de plus en plus forte. J'ai dû me résigner. Je me suis effacée peu à peu, je suis devenue silencieuse, puis je suis tombée malade. Christopher aussi s'est résigné. Le chagrin est le sentiment le plus fort qu'il dit avoir éprouvé, puis la colère, l'incompréhension et la résignation. Ange confirme. En premier lieu, une tristesse, un grand désarroi. Plus tard, avec les années et les prises de conscience, une grande colère. Lisa aussi a ressenti une grande colère. Elle s'est révoltée, mais pour me détruire moi-même, précise-t-elle. Longtemps, cette révolte ne fut pas constructive. Elle ne me sortait pas d'un sentiment écrasant d'impuissance. Concernant ma place de femme au foyer et à la ferme, j'ai retrouvé aussi le sentiment d'impuissance à changer les choses et à obtenir un peu de reconnaissance. Au fond, cette impuissance face à l'injustice est ce qui lui confère son caractère tragique. Il résulte de l'impression pesante d'une condamnation au malheur, d'une sorte de fatalité malheureuse. Ainsi, l'impuissance est multiple, de ne pouvoir changer la situation inéquitable, de ne pas parvenir à faire reconnaître le préjudice, de ne pas réussir à exprimer son désarroi. L'injustice est difficile à exprimer. Souvent, les personnes éprouvées par l'injustice n'arrivent pas à s'exprimer facilement. Le risque d'un repli sur soi est donc considérable, accompagné d'une non-résolution de ce qui fait difficulté. La plainte non entendue est entretenue et même accrue.
Je crois que j'ai toujours eu peur d'exprimer directement ces injustices, rapporte Macha. Quand je le faisais, c'était sur le mode de la plainte. Je n'arrivais pas à exprimer mes problèmes autrement. Cela pouvait être assez fort, finir en larmes. Je ne pouvais pas contenir mes émotions, c'était plus fort que moi. Comme beaucoup d'enfants qui n'ont pas été entendus, Ange a renoncé à exprimer les injustices vécues sans pour autant les oublier. Elles sont restées sans résolution et se sont accumulées en lui. Enfant, je n'osais pas exprimer les injustices qui me faisaient souffrir. Dans le cas des sanctions injustes, je disais la vérité et comme on ne m'écoutait pas, j'abandonnais et je me retrouvais seule avec ma frustration. Christopher fait le même constat. Entouré d'adultes fermés, je ne pouvais pas exprimer ces injustices. Je les gardais pour moi ou j'en faisais part à ma sœur. Rosalie insiste sur le poids de la solitude face à l'injustice. La solitude, c'est comme tomber dans un trou, en essayant de s'accrocher à quelque chose mais sans trouver et continuer à tomber. La solitude, c'est tout garder au-dedans de soi quand on pense qu'il n'y a personne avec qui partager cela et se rendre malade et de tout garder. À force de solitude, on n'est plus habitué à parler de soi. On prend l'habitude de ne plus parler de soi et la solitude en est renforcée car on ne sait plus échanger avec les autres. Parler de l'injustice peut sembler plus facile pour un adulte. Cela ne garantit pas d'être compris pour autant, comme le souligne Lisa. Je ne sais pas si je voulais me faire plaindre lorsque je dénonçais auprès de mes amis le poids énorme de ma charge ménagère et paysanne. Je cherchais plus à faire saisir les difficultés qui étaient les miennes. Je ne me suis jamais arrivée à leur faire prendre conscience qu'ici la vie n'est pas le rêve qu'elles imaginent. Encore aujourd'hui, je n'y parviens pas. Parfois, il peut également être difficile de repérer l'injustice. En effet, il arrive qu'un événement douloureux soit entouré d'une sorte de silence protecteur. Une forme de dérobade, d'esquive, est alors inconsciemment ou consciemment choisie afin de ne pas avoir à identifier trop précisément la nature de la souffrance. Ne pas nommer la source de la douleur, ne pas s'appesantir sur elle, permet illusoirement de ne pas ajouter de charge supplémentaire au poids du malheur. Dans de pareils cas, certains enfants ne peuvent même pas envisager que ce qu'ils ont vécu puisse constituer une injustice. Quand ils parlent de la souffrance de leurs parents ou de leurs proches, c'est pour l'évoquer avec déférence. Cette souffrance-là passe avant la leur, comme si elle était plus noble, plus respectable. À leurs yeux d'enfants, mieux vaut ne pas parler de l'événement tragique. Ils peuvent même en venir à prendre l'initiative de se replier dans le silence pour ne pas raviver la douleur de leurs parents. Le plus poignant, en fin de compte, est qu'un enfant prenne sur lui, par amour, de taire sa souffrance pour éviter de redoubler celle de ses parents. D'ailleurs, dans un second temps, ce mutisme qui se veut protecteur peut devenir une habitude néfaste dans la famille. Les parents eux-mêmes se taisent à leur tour pour ménager leurs enfants dans une spirale de non-dit sans fin. Sophie raconte ainsi ce qui a muré sa mère et sa famille de sa mère dans un très profond silence. Le frère de ma mère avait 5 ans et il demeurait avec elle chez leur tante en Bourgogne pendant la guerre. Un jour, il s'est approché d'une lampe à pétrole et qui a pris feu. Ma mère utilise toujours les mêmes thèmes pour évoquer cette scène à laquelle elle a assisté. Il est parti en courant comme une torche vivante en hurlant. Il a été conduit aux hospices de Beaune où il est mort dans d'atroces souffrances quelques jours plus tard. Les parents de ma mère sont demeurés inconsolables et ma mère n'avait pas le droit de parler de son frère mort, ou plutôt, me dit-elle souvent, elle avait peur de raviver la douleur de ses parents en évoquant sa propre douleur, si bien qu'elle s'en est toujours tue. Issue d'un milieu très modeste, la mère de Sophie n'a pas eu la chance de pouvoir faire une psychothérapie. Elle n'a pu parler de son deuil à quiconque. Quand j'étais enfant, l'unique photo de son frère était tabou. On m'a fait croire très longtemps qu'il s'agissait d'une photo de mon propre frère qui lui ressemblait, car on cachait encore cette tragédie. Encore aujourd'hui, ma mère ne peut évoquer la perte de son frère sans manifester une angoisse extrême. Elle n'avait pas d'autres frères ni sœurs. Mes grands-parents avaient eu l'idée étrange de baptiser leurs fils et leurs filles de prénoms quasi identiques, si bien que selon moi, cette proximité des prénoms a introduit une forme de gémilité qui a dû rendre encore plus crucifiante pour ma mère la disparition de son alter ego. Je regretterai toujours qu'elle n'ait jamais pu parler de tout cela. Sa vie a été gâchée par ce silence consécutif au deuil. Je n'ai jamais entendu mes grands-parents évoquer leur fils. Les non-dits privent les uns et les autres des informations qui leur permettraient de mieux comprendre les maux dont ils souffrent. Loin de remplir la fonction qu'on leur assigne, protéger l'autre en taisant la raison de sa souffrance, ils ne font qu'aggraver une situation déjà douloureuse. Parfois, rien n'est plus criant que le silence. Dans le cas évoqué ici, de la tragédie de la mort d'un petit frère, vient s'ajouter la douleur littéralement indicible, inanérable, et de ne pouvoir l'évoquer. Ce n'est pas tout. Dans cette situation où le silence prédomine, un silence d'injustice vient s'adjoindre à la souffrance. En fait, l'enfant qui reste pense que ses parents lui préfèrent l'enfant défunt. Comment s'avouer cette impression d'être sacrifié au souvenir d'un être chéri ? Comment admettre à ses propres yeux que l'on jalouse l'amour porté à celui qui est parti trop tôt ?
Le risque est grand de s'éprouver alors soi-même comme un monstre, rescapé envieux d'une préférence injustement donnée aux disparus. Fréquemment, les personnes qui taisent une injustice qu'elles ont endurée ou dont un de leurs proches n'a pas pu se plaindre sont sujettes à de forts et fréquents moments de découragement. Ce découragement de fond embrume leur existence, dépendant sur elles comme un brouillard de lassitude et d'abattement. Les médecins qui diagnostiquent une dépression dans ce cas se trompent lourdement. Non seulement ils manquent leur cible, mais ils donnent à la personne découragée une fausse piste et une piètre idée d'elle-même. Dans de tels cas, la prescription déplacée d'antidépresseurs n'apportera même pas de soulagement, au contraire. Si l'injustice plonge ceux qui la vivent dans la tristesse et l'impuissance, puis, comme fatalement dans la solitude et le silence, c'est qu'elle constitue un trop, une sorte de démesure, difficile à accepter soi-même et quasiment impossible à accueillir pour autrui. Quel est ce trop ? Signifie-t-il trop d'injustice, des injustices trop fortes, des plaintes trop encombrantes pour l'entourage, qui ne veut pas les entendre et on ne sait comment y répondre ? La démesure de l'iniquité opère au moins à 3 niveaux. D'abord, dans l'accumulation silencieuse des dommages subis en attente de nomination. Ensuite, dans l'intensité incontrôlable des émotions débordantes qui leur sont liées. Enfin, dans l'impression d'exagération qui se dégage le plus souvent des protestations qui en découlent. Quand elle devient possible, l'expression de la tristesse ou de la révolte contre l'injustice peut ressembler à une surenchère, du fait même du trop-plein qu'elle laisse se déverser lorsque rompent les digues qui la retenaient depuis si longtemps. Ainsi, après de nombreuses années durant lesquelles elle s'est tue, Béatrice explose enfin et se sent soulagée de pouvoir dire ce qu'elle a sur le cœur. Lorsque j'étais en école de commerce, je trouvais injuste d'avoir dû trimer pendant 2 ans en classe préparatoire, quand d'autres étudiants de ma promotion s'étaient contentés d'un BTS ou d'un DUT bien moins difficile. Pourtant, nous suivions ensuite le même cursus sans avoir payé le même tribut pour y entrer. Bien sûr, cela peut sembler dérisoire, mais je l'ai tout de même mal vécu. D'autres injustices sont relatives aux écarts de traitement par mes parents entre ma sœur et moi. Par exemple, ma sœur a eu une superbe chaîne IFI lorsqu'elle était au collège, alors qu'elle redoublait sa 5e. Moi, j'ai dû attendre d'avoir 18 ans et surtout d'avoir économisé assez d'argent pour m'acheter moi-même une petite chaîne IFI. Béatrice explique qu'elle a souffert aussi du favoritisme de son père en faire sa grande sœur. Par exemple, leur père a prêté sa voiture à l'aînée, mais pas à Béatrice, alors qu'elle en aurait eu besoin pour aller travailler et que la voiture restait dans le garage inutilisée. Béatrice rappelle encore d'autres injustices, notamment les oublis de son anniversaire. Je me rends compte que j'ai beaucoup de colère et de tristesse qui remontent quand j'en parle. Quelquefois, ce n'est pas une plus grande maturité ou une psychothérapie qui aide à exprimer le trop-plein d'émotions face à l'injustice, mais un événement, un incident supplémentaire qui intensifie la douleur et entraîne une révolte impossible à retenir. Elisabeth se remémore ainsi un épisode qui a marqué son enfance. Je voyais très rarement mon parrain. Je me souviens qu'un jour il m'a offert une poupée. Il est venu me la donner dans ma chambre, puis il est reparti tout de suite pour aller parler avec les adultes sans parler avec moi. Quand il est sorti, j'ai pris la poupée et je l'ai jetée par la fenêtre. L'objet ne m'intéressait pas. Je voulais de l'attention et passer du temps en sa compagnie, le connaître, être en relation avec lui. Ici, la révolte est silencieuse. Elle reste invisible aux yeux de celui ou de ceux qui ont commis l'injustice. Elle n'apporte pas de consolation à la peine endurée. Tout juste peut-elle soulager dans l'instant la personne qui n'en peut plus et voudrait être reconnue, exister un peu plus pour ses proches ou au moins être mieux comprise. Une autre difficulté réside dans la crainte que ce que l'un considère comme un dommage, un tort ou un préjudice puisse paraître sans importance pour un autre, ou pire exagéré, surfait, voire déplacé. Maria confie : je n'osais pas parler des circonstances de la mort de mon père. Il me semblait raconter une histoire qui ne pouvait pas être crue. Je sentais une indifférence méfiante, comme si j'exagérais pour me faire plaindre. Le caractère extraordinaire de certains événements dérange le monde, à moins que ces événements ne soient relatés par les médias. Ils trouvent alors un grand crédit. Moi, toute seule à 15 ans, je ne savais pas comment expliquer que mon père avait été assassiné pour des raisons politiques, et je me taisais. Si certains préfèrent se taire pour éviter d'être tournés en ridicule, d'autres au contraire choisissent d'insister et d'intensifier leurs lamentations pour donner à leur réquisitoire plus de chances d'être entendus. Cette manœuvre manque souvent son but tant elle risque de lasser ou même d'exaspérer ceux à qui elle s'adresse. Jean-Jacques Rousseau avance une hypothèse qui permettrait de mieux comprendre pourquoi nous pouvons entendre certaines doléances alors que nous en rejetons d'autres que nous considérons comme des plaintes vaines ou vindicatives. Dans L'Émile, au livre 4, Rousseau développe une réflexion sur le
sur le fait de plaindre autrui. Il constate par exemple que l'on est capable d'éprouver de la compassion lorsque tout va bien pour soi, mais que la souffrance rend impossible à plaindre pour autrui. Quand on a souffert ou qu'on craint de souffrir, on plaint ceux qui souffrent, mais tandis qu'on souffre, on ne plaint que soi. Il explique encore que nous ne pouvons éprouver de la compassion que pour les maux qui nous ont fait souffrir nous-mêmes. Pourquoi les rois sont-ils sans pitié pour leur sujet? C'est qu'ils comptent n'être jamais des hommes. Pourquoi les riches sont-ils si durs pour les pauvres? C'est qu'ils n'ont pas peur de le devenir. Pourquoi la noblesse a-t-elle un si grand mépris pour le peuple? C'est qu'un noble ne sera jamais roturier. Ainsi, réciproquement, afin d'éviter d'être mal compris ou rabroués, pouvons-nous préférer de ne pas être plaints, donc de ne pas nous plaindre, comme Verlaine dans les Romances sans parole, 1874. Aussi bien pourquoi me mettrais-je à geindre? Vous ne m'aimiez pas, l'affaire est conclue, et ne voulant pas qu'on ose me plaindre, je souffrirais d'une âme résolue. Quoi qu'il en soit, si nous nous sentons éprouvés par le fardeau des injustices, nous pouvons nous offrir un beau cahier pour noter chaque fois qu'elles se présentent les situations qui nous font souffrir. Cette expérience est très utile, tant pour mieux cerner l'origine du sentiment d'injustice que pour identifier nos modes de réaction en fonction des événements et surtout de la spécificité de notre sensibilité. Rappelons-nous que le sentiment d'injustice dépend de ce que chacun considère comme une injustice, sans que nous puissions juger si les critères de l'un sont meilleurs que ceux d'un autre. Cette appréciation est subjective. Mais le carnet des injustices peut aussi aider à répondre à certaines questions. Par exemple, quelles sont les injustices qui me font le plus souffrir ou que je supporte le moins? Quels sont mes ressentis précis? Quels sont les effets sur moi de ce que je tiens pour une injustice? Comment je la vis? Est-ce que je peux l'exprimer? Si oui, comment? Etc. Lisa, Béatrice, Ange, Maria, Christopher, Elisabeth, Rosalie, comme tant d'autres, ne sont pas des personnes qui se plaignent facilement. Sauf exception, elles n'ont pas l'impression d'utiliser leur chagrin pour attirer l'attention sur elles ou pour chercher à se faire plaindre. Pourtant, elles ont pu être traitées de Calimero ou de Cosette. Pour mieux comprendre ce qui se joue, nous allons donc prendre le temps d'explorer les formes que peut revêtir la plainte, ses motivations aussi, puis ses éventuelles dérives.